Bonjour et bienvenue sur le plateau de Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel, car on y parlera de produits de bourse Société Générale, en résumé par les trading avec des traders que je vais vous présenter maintenant. À ma gauche, bonjour Franck Morel, vous êtes président de Zone Bourse, merci d'être avec nous. Léa Gézéquel, vendeuse Société Générale sur les produits de bourse, merci d'être avec nous. Bonjour Thibault. Bonjour Marc Dagger. Bonjour. Vous êtes travaillé pour DT Expert, DT pour Dagger Trading Expert. Excusez-moi de lâcher le morceau. Merci d'être avec nous et bienvenue parmi nous. Merci. Jean-Luc Hussac, bonjour. 30 ans, 40 ans de trading. Vous avez commencé sur le floor à la Bourse de Paris. Merci d'être avec nous. Vous êtes président, fondateur et formateur de beaucoup d'opérateurs de marché dans l'Institut Perceval Finance. Merci d'être avec nous. Nous allons pouvoir commencer, mais avant de parler de BMW cette semaine, de Derichebourg, de LVMH, de Capgemini ou de Worldline, je voulais vous présenter un magazine, le magazine Strike, qui est à son 238e numéro. C'est un mensuel qui parle de la bourse, qui parle des produits de bourse, qui parle du trading, il parle beaucoup de pédagogie. Produits de bourse d'ailleurs qui fait l'objet de l'édito, puisque le marché des produits de bourse est en hausse de 43% de janvier à septembre 2022 par rapport à la même période de 2021 et même en hausse de 23% par rapport à 2020. 2020, vous vous souvenez, c'était comme une année record sur la bourse. Beaucoup d'investisseurs se sont mis à investir à la faveur peut-être du confinement, peut-être un peu d'oisiveté, et donc ils sont intéressés à des choses intéressantes comme la bourse et surtout à la faveur de mouvements très importants qu'on avait observés et qui ont généré des opportunités de marché. Voilà, merci à vous, je vous le donne. Comme ça, vous pourrez le lire. Il va arriver dans les boîtes aux lettres pour ceux qui sont abonnés aujourd'hui, je pense. Et nous allons pouvoir commencer par la rubrique « On refait la semaine ». On refait la semaine. Pour commencer avec Jean-Luc Hussac, vous allez nous parler du CAC 40. Alors, semaine très très riche en événements, puisque le CAC a rebondi de manière assez impressionnante. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, l'histoire se répète. On retrouve le scénario que l'on a déjà eu en juillet, quand le marché est monté jusqu'à 6006. La seconde fois, c'était en septembre, quand on est passé de 6050 à 6004. Et là, on est passé de 5630 à 6030. Ça fait combien de pourcents, ça ? 400 points, ça fait du 8%. Dans un laps de temps assez court. Ouais, en fait, on répétait que les marchés actions étaient très sensibles au taux souverain. Et là, si vous voulez, certains parient sur le fait que la Fed pourrait avoir une politique un peu plus souple, revenir en arrière, pourquoi pas. Enfin, quand même, les anticipations aujourd'hui que font les marchés actions sont difficilement justifiables. On va dire qu'il y a encore un chemin extrêmement long pour que cette anticipation se fasse, si vous voulez, trouve une réalité. Donc, on est parti ce week-end, dans la nuit, si vous voulez, de dimanche à lundi, à la baisse à cause de Crédit Suisse. Donc, les marchés sur Eurex, notamment, perdaient 1,2%, puisque les contrats à terme, si vous voulez, futurs, ouvrent à 2h du matin sur le DAX et l'Eurostoxx, et on était à moins 1,2. Donc ça, c'est dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà, donc il y a eu, si vous voulez, un phénomène, je pense, de contre-pied. Les vendeurs se sont positionnés, et les marchés, en fait, le lundi matin, ouvraient sans faiblesse majeure, enfin une petite faiblesse, enfin rien d'extraordinaire. Et puis on s'est mis à monter, sans arrêt. Alors, donc les taux se sont fortement détendus. Entre lundi, si vous voulez, et mardi soir, les taux, c'est vrai, le Bund a fortement progressé, donc les taux ont baissé. Le dollar a baissé contre toutes les devises, donc vous avez l'euro-dollar qui est passé de 0,96 à quasi 1, là, quasi à la parité, 0,999. Et donc, c'est un mouvement, oui, exceptionnel. Mais c'est un mouvement donc haussier, à la fois sur les actifs actions et sur les actifs obligations. Ouais, mais c'est un donc mouvement. Ça, c'est quand même assez inattendu d'avoir globalement un investissement qui va sur les deux classes d'actifs principales. Oui, mais alors, est-ce que ce sont vraiment des investissements de gérants ? Vous savez, ce marché, avec la vitesse de progression
les gérants, pour attraper ce marché, c'est comme une savonnette, hein, ils n'y arrivent pas. En une demi-journée, vous avez... Ça va très vite. Ouais. Et puis en plus, vous avez le mardi matin un gap à la hausse énorme. Donc gap à la hausse, ça veut dire on démarre au-dessus des plus hauts de la veille. Donc quelqu'un de, enfin, on va dire normal, va se dire bon, il faut se calmer. Le gérant, il a peut-être... Moi, je le répétais, ils étaient bien conscients des problèmes et des enjeux. Mais là, avec cette vitesse, si vous voulez, ils n'étaient pas forcément hyper pessimistes, mais de là à se dire je vais acheter, c'est compliqué. Encore une fois, ça va très vite, c'est très violent. Et en plus, ce mouvement de reprise a été amplifié, je pense, par des rachats de vendeurs à découvert. Vous vous rendez compte que tous ceux qui ont anticipé le lundi matin, le dimanche... oui, ils coupent leur position. Parce que il y en a qui ont coupé, ils ont racheté. Et là, je suis persuadé que le trading algorithmique a pris une part très, très, très importante et largement majoritaire dans les volumes négociés. C'est évident. Donc là, on se retrouve, si vous voulez, avec un marché qui a fortement anticipé quelque chose de favorable. Et ça va devenir très compliqué pour la suite, si vous voulez, à poursuivre, je pense. Enfin, pourquoi pas, on peut s'attendre à tout. Mais c'est vrai que ça va devenir assez compliqué. On est devenu dans une zone neutre avec... moi, toujours pareil, j'ai 5620 comme point bas potentiel temporaire. Ça a fonctionné. Et là, entre 6100, enfin même un peu hier soir, moi j'ai vendu, et 6160, c'est une zone de vente. Au-dessus de 6160, on passe avec un biais acheteur. Mais là également, il y a quand même une grande difficulté à jouer une véritable tendance haussière. Mais c'est vrai que si on franchit 160, on peut retrouver les derniers plus hauts qu'on a eu au mois de septembre sous les 6004. Dans cette configuration très dynamique, avec une volatilité assez importante, Capgemini, dont vous allez nous parler maintenant, a un comportement avec un bêta, c'est-à-dire un coefficient de corrélation qui est supérieur au CAC 40, a un comportement encore plus dynamique. Encore plus dynamique et avec une force relative positive puisque le titre se comporte mieux que l'indice. Alors Capgemini, c'est un des poids lourds du CAC 40, un des leaders mondiaux des prestations de services en informatique. 21 milliards de chiffre d'affaires, ça vaut 30 milliards d'euros en bourse. Avec un point extrêmement fort qui est que l'activité est répartie à travers le globe avec en gros 30% en Europe, 30% aux US et le reste du monde ensuite. Donc un chiffre d'affaires qui est généré dans plein de monnaies différentes et donc aussi en dollars avec une croissance super forte et du chiffre d'affaires qui s'est encore accéléré depuis 2 ans avec donc des perspectives de progression de chiffre d'affaires de 10-15% par an. Et une élasticité positive sur les bénéfices, donc des bénéfices qui vont encore plus vite que la croissance des revenus. Je pense qu'on n'a pas complètement non plus intégré la baisse de l'euro contre le dollar sur les perspectives de marge de Capgemini, qui se paye aujourd'hui une vingtaine de fois les résultats de l'exercice en cours, mais on est plutôt sur du 15 fois l'exercice prochain. Donc on est sur des niveaux de valorisation raisonnables, sur une société de croissance, profitable, extrêmement bien gérée, avec un chiffre d'affaires généré à travers le monde. Alors donc, attendez, vous parliez de l'euro-dollar, etc., qui aurait une contribution positive à la valorisation du chiffre d'affaires de cette entreprise. Mais des entreprises de cette taille sont couvertes quand même, au moins en partie, sur les variations de la monnaie. Alors, je ne sais pas dans quelle proportion elles sont couvertes, mais généralement, si elles sont couvertes, c'est pas quand l'impact peut être positif, puisqu'on peut se couvrir que dans un sens, comme vous le savez très bien. Ils peuvent immuniser les variations de la monnaie, mais effectivement. Et donc voilà, en gros, pour 100 $ de chiffre d'affaires, ils ont aujourd'hui beaucoup plus d'euros qu'ils n'en avaient il y a encore 6 mois. Donc impact extrêmement positif sur les marges. Et voilà, ça fait partie de ces très belles sociétés de croissance françaises. On n'en a pas tant et qui sont relativement, qui étaient sur des niveaux de prix relativement oui, parce qu'elles ont été particulièrement attaquées pendant la période baissière. Tout a été attaqué, plus ou moins fort. Quand on a un bêta supérieur au marché, ça veut dire que dans la baisse, on baisse plus et dans la hausse, on hausse plus. Ça veut dire qu'on va plus vite que l'indice, mais en l'occurrence avec donc une force relative positive, donc bêta qui est supérieur à la hausse qu'à la baisse, en tout cas sur les dernières semaines. Donc je pense que c'est typiquement le genre de valeur qu'il faut avoir. Et puis dès qu'on est sur des gros niveaux, ce qui était arrivé là récemment, c'est toujours des titres à rentrer en portefeuille. Merci Franck. Marc, vous allez nous parler de Worldline. Oui.
Morlane, qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle vous intéresse? Elle vous a intéressé particulièrement? Oui, alors, il y a énormément de valeurs qui ont été intéressantes dans un contexte de marché tel que celui qu'on a là. Pour reprendre ce que disait un peu Jean-Louis, l'année 2022 est une année baissière, tout le monde le sait, et quand on est dans une tendance baissière, il y a toujours cette question du rebond, à savoir est-ce que c'est un rebond technique sur lequel il faut profiter pour se repositionner à la baisse, ou est-ce qu'au bout d'un moment, on va arriver à toucher le fond et repartir à la hausse. Le précédent rebond avait été complètement mis à mal par l'annonce de l'inflation américaine. Les marchés américains ont clôturé à pratiquement moins 5%. Ils ont engendré à partir de là une nouvelle vague de baisse. Et nous, on a su sentir cette vague de baisse-là. Worldline est une société qui reste dans le domaine de la techno, donc beaucoup plus impactée par l'inflation et l'endettement global. Worldline a perdu quasiment 50% depuis un an, entre l'été dernier, l'été 2021 et cet été, passé de 85 à quasiment 30, entre 30 et 35. Elle avait entamé un rebond qui s'est bloqué un peu en dessous des 50, et nous, techniquement, on a vu des zones de résistance fortes, et sur le retournement qu'on a fait, on a juste joué l'accentuation de la correction. Maintenant, pour être très franc avec vous, cette correction-là, on pouvait la jouer sur un ensemble des valeurs du marché, puisque le marché s'effondre régulièrement, justement, depuis l'annonce de l'inflation américaine à court terme, et depuis l'exercice 2022, tout simplement. On rappelle que la bourse n'est pas un jeu, hein, c'est de l'investissement. Je sais qu'entre traders, parfois, on utilise des termes. Oui, c'est un jargon. C'est de l'investissement, c'est oui, du jargon. Absolument. Nous Donc, Worldline, vous voyez un potentiel de rebond. On a vu un potentiel baissier qu'on a su jouer, et ça, c'était sur la partie, ce qu'on a fait ces derniers temps. Après, je vous parlerai de ce qu'on fait actuellement. Mais, très bien, merci beaucoup, Marc. Et maintenant, passons à la rubrique, le zoom sur... Passons maintenant à la rubrique Le Zoom sur, avec Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse. Vous allez nous parler des bonus capés. Oui, effectivement, on parle souvent dans cette émission de produits à effet de levier, mais les produits de bourse, ce n'est pas que ça, ce sont aussi des produits de rendement dont font partie les bonus capés dont on va parler aujourd'hui. Alors les bonus capés, ils sont disponibles sur indice et actions, ce sont des produits de moyen terme, puisqu'on en trouve qui ont des maturités qui vont jusqu'à 2 ans, et c'est une alternative au placement direct en actions notamment. Alors pourquoi? Parce que ce sont des produits qui sont adaptés à des scénarios de marché alternatifs. Alternatifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire des mouvements d'amplitude modérée, donc soit des hausses assez moyennes, soit des faibles baisses, voire même la stabilité. En fait, quand on ne sait pas où va le marché, un bonus capé peut être intéressant. Exactement, ce qui n'est pas possible avec l'investissement direct. Donc comment ça fonctionne? Ces produits ont un niveau bonus, une borne basse qui n'est pas une barrière désactivante, qui est juste une borne, et une maturité. Et alors, l'objectif de ces produits, concrètement, c'est que le cours du sous-jacent, durant la vie du produit, ne touche pas la borne basse. Si tel est le cas, vous, en tant qu'investisseur, in fine, touchez le montant bonus défini dès le départ. Si la borne basse, au contraire, a été touchée, vous vous retrouvez comme si vous étiez porteur du sous-jacent, c'est-à-dire que vous serez remboursé du montant de l'action ou de l'indice à maturité hors dividende éventuel. Donc pas de désactivation, pas de juste un changement de caractéristique du produit qui va faire qu'à la maturité, vous serez remboursé du niveau de l'action, du sous-jacent. Voilà, exactement, si jamais vous avez touché cette borne basse. Si vous ne l'avez pas touché, vous êtes remboursé du montant bonus. Alors ce sont des produits qui présentent, au même titre que l'investissement direct, un risque de perte du capital. Et je pense que le mieux, ce serait qu'on prenne un exemple pour que ce soit un petit peu plus clair. Allons-y. Donc, j'ai sélectionné un petit peu au hasard. Il n'y a pas de recommandation derrière cet exemple qui est purement pédagogique. Un bonus capé dont le prix d'achat en ce moment est de 60,42 €. La maturité est de presque 1 an. Et le CAC 40, quand j'ai pris cet exemple, était aux alentours de 5 990 points. Donc sur ce produit, vous voyez qu'il y a 2 niveaux à regarder et à choisir en plus de la maturité. C'est le niveau bonus, qui est à 6 670 points. Donc ça veut dire que si vous ne touchez pas la borne basse, qui ici se trouve à 4 400 points, donc on voit qu'on est quand même sur un produit où on a beaucoup de marge par rapport au cours actuel du CAC. Ouais, ça peut aller vite en ce moment, mais c'est vrai. Ça peut aller vite, effectivement, mais après, tout dépend effectivement des bornes que vous choisissez, et ça doit correspondre au profil de chacun. Donc si vous ne touchez pas la borne basse, que se passe-t-il? Alors scénario 1, vous voyez finalement que là, on est dans une configuration de marché qui peut sembler très positive, puisque le CAC 40 va clôturer au-dessus du niveau bonus. Donc c'est une configuration positive, l'investisseur sera remboursé du niveau bonus qui est de 66,70, mais finalement c'est pas là où le produit a le plus d'intérêt, parce que vous voyez que si vous aviez été directement sur l'indice, ça aurait été plus intéressant que sur le bonus. Parce que le bonus est un niveau de remboursement maximum. Maximum, exactement. Du coup, le scénario le plus
favorable pour le produit, c'est le scénario numéro 2. Là où vous voyez finalement le CAC 40 qui baisse, mais qui ne baisse pas au point de toucher la borne basse. Et donc là, dans ce scénario, le bonus prend tout son sens, puisque l'investisseur du bonus est remboursé de 66,70 €, quand le CAC 40, lui, a plutôt chuté depuis le moment où vous avez investi sur le produit. Et enfin, dernier scénario, le plus défavorable, et sur le sous-jacent et sur le bonus capé, c'est un scénario où le CAC 40 baisse en dessous de la borne basse, et là, finalement, vous vous trouvez dans une situation comme si vous étiez porteur de l'indice, où vous serez remboursé à maturité du niveau de l'indice. Au pire, c'est comme si vous aviez acheté le sous-jacent. S'il baisse très très fortement, vous vous retrouvez avec le porteur du sous-jacent. Exactement. Ça vous permet donc d'optimiser en fait ce couple rendement-risque dans certains scénarios de marché spécifiques. Alors là, vous parliez d'un niveau bonus qui constitue un remboursement maximum. Est-ce qu'il existe des produits où il n'y a pas de montant maximum? Tout à fait. Ces produits existent aussi en version bonus simple, puisque là on était sur des bonus capés, comme leur nom l'indique. Donc ce cap vient s'inscrire comme le niveau cap, maximal c'est le mot anglais, de cap, c'est un niveau remboursement. maximal. Oui. Voilà. Mais ces produits existent aussi en bonus classique, où là pour le coup, vous n'avez pas de limite à la hausse au potentiel de remboursement. Si jamais vous êtes dans le scénario 1 et que le CAC 40 prend beaucoup de valeur, vous pouvez être remboursé au-delà du montant bonus. Là, on est dans un avec 6670, c'est 1 € du point. C'est ça, c'est une parité de 100. Donc là, le niveau, par exemple, bonus de 6670 points, ça veut dire que vous serez remboursé, si vous n'avez pas touché cette borne basse, de 66,70. Effectivement, c'est 1 € enfin 1 centime du point. 1 € du point. 1 centime. 6670, remboursement à 66 €. Ah, d'accord. Ouais. Merci. Oui, Marc, une petite question. C'est très intéressant, vous participez. Oui. Je vois que ce produit vous intéresse. Non, mais c'est surtout pour que ceux qui nous écoutent puissent se poser les mêmes questions que moi. C'est un produit que vous pouvez revendre à quel moment? Vous êtes obligé d'attendre la maturité? Très bonne question, Marc. Non, tout à fait. Là, je vous ai parlé en fait des scénarios de ce qui peut vous arriver en termes de remboursement à maturité, mais comme tous les produits de bourse, il est possible de revendre votre produit à n'importe quel moment durant les journées de bourse, et le cours du produit évolue en fonction des conditions de marché. Il y a un teneur de marché qui va assurer la liquidité du produit dès son émission jusqu'à la maturité. Merci beaucoup Léa, c'était très intéressant. Maintenant, passons à la rubrique « Le coup de cœur des traders ». Le coup de cœur des traders, on commence par Jean-Louis Cussac. Jean-Louis Cussac, vous allez nous parler de LVMH. On va mettre le chronomètre. Vous avez 1 minute pour convaincre personnes qui sont autour de cette table, qui ont chacun un petit panneau pour dire go ou stop, pour dire trade ou pas trade finalement. Jean-Louis, c'est à vous. Vous êtes prêt? Je suis prêt. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Très bien, allons-y. 3, 2, 1, c'est parti Jean-Louis. Alors le coup de cœur, c'est plutôt un coup de sang, parce que ça va tellement vite, c'est tellement violent qu'entre le moment où on réfléchit à rentrer sur une valeur et où on passe à l'acte, il y a déjà un écart considérable, parce que là, en 2 jours, LVMH a gagné 8%. Alors, LVMH, tout le monde connaît LVMH, il couvre un large spectre du luxe, ça va des sacs à main au vin, etc. C'est une très belle société, évidemment. Le truc le plus important, ce qui fait qu'elle est très... Il y a beaucoup de volume et qu'elle est très sensible à l'évolution du marché, c'est qu'elle pèse 12,8% du CAC 40. C'est la plus grosse pondération du CAC. Derrière, je crois que c'est Total à 9 et quelques. Mais donc, vous voyez, Sanofi, LVMH, c'est vraiment le poids lourd. Donc, ce qu'on a pu constater, c'est les dirigeants achètent le titre sur des replis marqués. On le voit, c'est annoncé, donc on en avait déjà parlé précédemment. Donc c'est un titre vers les 600 qui a été acheté et qui est donc pour lesquels les dirigeants sont très favorables. Je suis obligé de vous couper, Jean-Louis. Jean-Louis, c'est la règle. Vous la connaissez, la règle, depuis le temps. 1 minute, pas une seconde de plus. Peut-être que vous avez quand même convaincu vos comparses. Franck, Marc, à vos panneaux. Excusez-moi, je suis désolé pour Jean-Louis, j'ai une question parce que je n'ai pas suivi dans ce qu'il a dit s'il était acheteur ou vendeur. D'abord. Acheteur, d'accord. Voilà. Achat sur annonce de dirigeant. Alors, annonce sur des replis. Attendez, là, on lui fait une fleur, là. Et je faisais remarquer que les dirigeants achetaient quand il y avait des trous d'air aussi. Très bien. Alors, vos panneaux, messieurs. Go, stop. Un peu de débat. On va commencer par le stop, Marc. Vous n'êtes donc pas
suiveur sur une position acheteur de LVMH? J'ai entendu ce qu'a dit Jean-Louis, on se connaît très bien. C'est vrai que LVMH, c'est la Rolls-Royce du CAC 40. Maintenant, moi, j'ai du mal à passer acheteur sur le marché en général. Là, je pense qu'on a eu... donc, c'est pas une question d'LVMH ou pas. Je pense que le risque est encore très baissier. Il y a eu un petit peu sur des annonces, des effets d'annonce, éventuellement d'un assouplissement des politiques des banques centrales en termes de resserrement monétaire qui a fait que le marché s'est surexcité. Je pense qu'il va déchanter à un moment et que ça risque de faire mal. Donc j'ai du mal à me positionner à la hausse aujourd'hui. À l'écart de cette stratégie, Franck, vous êtes plutôt d'accord avec je suis sur LVMH? D'accord, et on est extrêmement positif sur tout le secteur du luxe. D'ailleurs, il faut savoir que les leaders mondiaux, LVMH est le leader mondial du luxe. L'ensemble des acteurs du luxe sont européens. France, un peu Italie, un peu Suisse, un peu au UK, au Royaume-Uni. Mais c'est vraiment le secteur dans lequel l'Europe excelle. Et LVMH est le leader incontesté, incontestable, et ça fait vraiment partie de ces valeurs qu'il faut avoir. Alors là, on parle de trading, mais à un investissement, et c'est le secteur dans lequel on est le plus investi, que ce soit avec Moncler en Italie, Richemont en Suisse, Kering ou LVMH là, en France. il faut qu'on parle d'horizon d'investissement aussi. En fait, par principe, il faut être long tout le temps sur ce secteur. Et dès qu'on est sur des gros niveaux, on peut clairement prendre le pari que ces niveaux tiennent. D'accord, voilà. C'est un message assez fort. Sur le timing, c'était quoi? Non, mais le timing, là, on vient de prendre 8, donc il faut peut-être attendre le prochain repli, parce qu'évidemment, si j'ai shorté le CAC, là, c'est... Enfin, donc cette vision-là, c'est plutôt une vision à moyen terme, c'est pas oui, du non, court mais terme. c'est une idée récurrente qui peut faire un profit à chaque fois qu'il y a des trous d'air. Parfait. Permettez de... Mais je vous en fonce. Il y a des stratégies, si vous voulez, à mettre en place. LVMH, elle est énormément, si vous voulez, dans les paniers, dans des stratégies d'arbitrage, etc. Vous pouvez très bien acheter du LVMH, du Capgemini et des valeurs comme ça que vous allez considérer comme ultra solides et vendre la même somme en indice CAC 40. Si vous laissez porter... En turbo put, par exemple? Il vaut mieux aller directement sur parce que le turbo put, vous n'allez pas capter toute la... Non, parce qu'il faut vendre l'actif au même niveau de prix. Donc ça peut être autre chose, mais ça peut être un call dans la monnaie éventuellement. C'est une stratégie qu'on appelle long short. Oui, et en fait, vous apercevez qu'au bout de quelques années, si vous n'êtes pas trop trompé sur les actions, et en prenant les plus belles, il ne doit pas y avoir trop de soucis, vous allez avoir, si vous voulez, un écart qui va se creuser entre un panier de 4-5 valeurs et l'indice CAC 40. Et vous allez capter la différence. Et comme ça, vous évitez les risques de marché où vous allez... alors, si vous faites ça sur les petites sommes, ça ne vaut pas le coup, mais il y a des gens qui veulent investir 100 millions, par exemple. Vous en connaissez quelques-uns? Ils ne veulent pas prendre le risque directionnel. Non, mais je comprends. Et là, si jamais le marché s'écroule, si vous voulez, ils sont capés par la baisse du CAC 40. On extrait la force relative du secteur. La force relative, c'est le mot de l'émission, c'est le mot du jour, la force relative. Quand on veut jouer à rebond sur le CAC 40, on a meilleur temps de jouer à rebond sur Capgemini ou sur LVMH plutôt que d'aller sur l'indice, puisqu'on se retrouve avec des valeurs matures à l'intérieur. Intéressant. Alors merci Jean-Louis, merci à vous. Deuxième coup de cœur des traders, c'est au tour de Franck Morel, avec des Richebourg. On remet le chrono. Je ne sais pas si vous avez vu le chrono, mais moi j'ai un chrono dans la tête et je compte. Donc il n'y a pas moyen de tricher. On y va. 3, 2, 1, c'est parti Franck, c'est à vous. Donc j'ai choisi de vous parler de Derichebourg, qui est une small mid-cap française, spécialiste du recyclage et du multiservice. En gros, ils font les 2 tiers de leur business sur le recyclage de métaux et 1 tiers sur des activités beaucoup moins cycliques pour les collectivités du multiservice. Et donc la société aujourd'hui a un niveau de valorisation qui est proche du ridicule. Hein. Ça se paye 3 fois les résultats. Ça vaut 700 millions en bourse. Ça fait 200 millions de résultats par an pour à peu près 4 milliards 8, 4 milliards 9 de chiffre d'affaires. 30 secondes. Donc la société, je vous remercie pour ce rappel, la société a subi, comme beaucoup de small cap et valeurs moyennes françaises, des sorties des fonds investis en small et mid cap. Donc les gérants vendent et ils n'ont pas le choix. Parce qu'il y a des retraits de leurs fonds et du coup ça appuie sur les cours de manière exagérée et sans vrai rationnel derrière. Donc je pense que Derichebourg c'est typiquement le genre de valeur de second couteau. Une fois que les grosses capis ont rebondi, vous allez avoir une consolidation horizontale de ces capis et des indices et que c'est le type de valeur sur lesquelles vous pouvez viser une bonne reprise à court terme. Merci Franck. Vos camarades en pensent quoi? Go
Alors, Go, oh là là, mais il n'y a pas de débat, si tout le monde est d'accord. je précise, et du coup, sur ce qu'a dit Jean-Louis tout à l'heure, j'aurais pu changer mon opinion. Il a bien dit sur un rebond à court terme. Hein. Très bien, donc là on est sur un timing court. Alors sur un timing court, vous êtes d'accord? Oui, Jean-Louis? Alors, de Richebourg, il est très fort. Moi, je suis le personnage et la société depuis très longtemps. Je me souviens très bien du rachat de Poneuil Polyservice. À l'époque, il y avait un montage extraordinaire avec un abandon de dette. Enfin, il y avait vraiment des choses très, très, très bien. Alors, c'est une valeur, en effet, qui est très affectée par, on peut dire, un crash des valeurs dites secondaires, mais même parfois de valeurs très importantes. Donc, il y a, sur les marchés financiers, c'est un crash, hein, quand on a des baisses de 50, 80%. Sur ces valeurs limite cap. Donc, là, ils sont affectés aussi par le trou derrière de Elior, dans lequel ils ont pris des participations. Mais on peut lui faire confiance, et je parle de Richebourg. Et oui, le titre, je pense, c'est exactement ça. Il est massacré parce qu'il y a des fonds qui ferment, il y a des fonds qui sont obligés d'alléger, il y a des retraits d'argent, il faut faire face à des demandes. Moi, ça me rappelle, si vous voulez, la période après 2001, où pendant 2 ans, 2002, 2003, où ils vendaient les TMT à l'époque, hein, les technos, et ils vendaient. Bon, vous me direz, il y en a beaucoup qui ont déposé le bilan, mais il y a quand même eu des valeurs qui étaient totalement massacrées. Et là, c'est vrai qu'on peut penser que de Richebourg en fait partie. Donc survente d'après vous. Et Marc, de votre côté, sur des Richebourg, vous êtes... Quand Franck a dit que c'est sur un rebond court moyen terme, oui, je pense que là... Mais tout à l'heure, vous me disiez, moi j'évite toute forme de position en ce moment, mais sur le court terme, vous pensez qu'il y a... Oui, forcément. Il peut y avoir encore un petit influx de rebond. Vu d'où on vient, de toute façon, nous, en termes d'analyse technique, parce que c'est quand même le cœur, la matière première de mon métier, plus on descend, plus le rebond peut être proportionnellement important, que ce soit en termes de... On n'est pas sur le même niveau de qualité que du Capgemini ou du LVMH, et donc là, c'est vraiment plus pour jouer du gros rebond technique. Pour vous positionner, on ne joue pas en bourse, je vous l'ai déjà dit. Non, mais je comprends très bien, c'est de la prise de position. C'est un investissement où oui, là, un investissement à le court terme, bêta technique. n'est pas proche de celui du CAC 40, c'est avec évident. Une survente, très bien, c'est très clair. Prends un risque Merci messieurs, c'est au tour de Marc d'essayer de nous convaincre. Sur qui? Sur BMW, sur les voitures de luxe. Oui. Très intéressant. Oui. Est-ce que vous êtes prêts, Marc? Oui, je suis prêt, oui. Bon, bah tant mieux, si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. On va arrêter de parler, puis on va faire le décompte. 3, 2, 1, c'est parti. Alors moi, je vais être encore à contre-courant, j'ai l'habitude. Comme je vous le disais déjà, avant de parler de BMW, on reste quand même très très prudent sur ce marché. Et on va essayer de profiter, je pense encore pour l'instant, des rebonds pour se repositionner à la baisse. En termes de timing, c'est pas forcément aujourd'hui, mais BMW, techniquement parlant, est sorti de ce que nous on appelle un diamant, qui est une figure de retournement assez forte. Et il en est sorti relativement récemment. Par ailleurs, le secteur des voitures en général est un secteur très volatile quand on est dans des marchés perturbés. Si vous regardez le palmarès, par exemple, du CAC, vous verrez que Renault ou Stellantis se sont très souvent retrouvés soit dans les plus fortes baisses ou fatalement dans les plus fortes hausses lors de périodes de rebond. Et le biais technique pour nous sur BMW n'est pas encore repassé positif. On attend donc une dernière vague de baisse sur laquelle on se positionnera quand on sentira la faiblesse du rebond qui est en train d'avoir lieu actuellement à l'heure où on se parle. Bah, vous avez fait 140 secondes, c'est formidable. Vous respectez bien les règles. Merci voilà, Marc. j'ai essayé. Est-ce que vos camarades sont... Je n'ai pas compris. T'as acheté? Non, je vends. Ah oui, c'est Je bien. vends sur le C'est peut-être rebond. un peu court. Si Ouais. on n'a pas compris Non, tout parce ça. que j'ai compris à un moment donné positionné à la baisse, mais Oui, tout à fait. la sortie du diamant, j'ai... Oui, la sortie du diamant vers le bas, oui. Vers le bas. Vers le Ouais, bas. tout à Ah fait. d'accord. Alors, Franck, stop. Jean-Louis, Ouais, ni figue ni raisin, non stop. j'ai pas d'avis voilà fort du là-dessus. débat. Franck, je vous en prie, allez-y. Alors le secteur de l'auto, c'est simple, c'est le moins cher de tous les secteurs possibles et imaginables. Hein. Ça se paye 2-3 fois les résultats, c'est juste hallucinant. Donc secteur cyclique historiquement, mais qui l'est de moins en moins puisqu'ils sont bientôt capables de produire à la demande. Ce qu'on observe aussi depuis plusieurs mois, c'est quand bien même les marchés se replient et l'essentiel de la cote part à la cave, sur les valeurs deep value, les sociétés très faiblement valorisées, elles ne baissent plus parce qu'il y a un moment, il n'y a plus grand monde qui vend sur ces niveaux de valorisation. Donc finalement, elles ont surperformé nettement dans la baisse. Les Renault, les Volkswagen, les Stellantis sont nettement mieux comportés que les indices ces derniers mois.
simplement parce que on est sur des niveaux de valo qui sont pour moi planchers. Et donc après, le secteur. Ceux qui devaient vendre ont déjà vendu auparavant, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a un moment, si vraiment on a peur, on va vendre autre chose parce que là, on est sur des niveaux de valo, ça rime plus à grand-chose. À mon sens, et c'est ce que j'observe aussi dans les cours. Après, sur le secteur de l'automobile, notre préféré, nous, c'est Volkswagen en Europe, pour la bonne et simple raison que en fait, la croissance du secteur va se faire uniquement sur l'électrique. Donc il faut forcément aller sur les pure players ou les mieux placés sur l'électrique pour avoir des perspectives de business qui se développent. Donc il n'y a pas 37 acteurs, hein. C'est Tesla aux US, c'est Volkswagen en Europe, c'est BYD en Asie. Et voilà, et si après on veut jouer cette thématique tout en restant dans celle du luxe, dont on parlait juste avant et qui fait partie de ces thématiques porteuses en situation de pricing power et d'inflation, et maintenant on peut acheter du Porsche. Et je pense que c'est pas une mauvaise idée d'acheter du Porsche et de se positionner il existe aussi. Il existe des produits de bourse sur Porsche d'ailleurs. Tout à fait, on a eu la particularité d'être en mesure d'émettre des turbos, notamment des turbos illimités, dès le premier jour de l'introduction en bourse de Porsche. Attention au risque de perte en capital sur les turbos évidemment. Donc on était parti d'une position plutôt vendeuse sur BMW à une position plutôt acheteuse sur Volkswagen et Tesla. Intéressant. Jean-Louis, vous Non, j'ai dit Volkswagen et Porsche. J'ai dit que Tesla, c'est quand même. Non, mais Tesla c'est trop cher. chose. Mais en fait, c'est fait par l'électrique, c'est ce qui va guider le secteur automobile. Entendu. Jean-Louis. Non, mais c'est vrai, j'ai envie de dire pareil. Voilà. Tout pareil. Maintenant, je salue le risque que prend Marc, parce que c'est vrai que moi qui suis acheteur de LVMH, bon, ça ne veut pas dire que ça soit quelque chose qui affole les foules, mais shorter une valeur comme celle-ci, ça me semble. Si vous voulez, je dis non, stop, parce que je trouve que le risque est fort. Voilà. Je pense qu'on a anticipé beaucoup de choses négatives, et pour moi, le pire a été anticipé. C'est un peu l'idée que l'on peut avoir, c'est un peu aussi le résumé de ce que tu as dit. Dire que ça peut aller mieux demain matin, peut-être pas. Hein, on a beaucoup de problèmes avec tout ce qui est électronique, enfin, les semi-conducteurs, etc. Il y a des difficultés d'approvisionnement, mais en même temps, voilà, on a tellement anticipé de négatifs qu'il y a pour moi un danger pas de corner, mais pourquoi pas, sur ce genre de dossier. C'est intéressant parce que finalement, dans vos scénarios d'investissement, vous n'êtes pas vraiment baissier. C'est-à-dire que vous pensez que le potentiel de baisse, il est plutôt rappelez-vous, depuis le début d'année, vous m'avez dit, Thibaut, Jean-Louis, je vous demande une valeur achetée, mais vous êtes tout le temps vendeur, vous ne voulez jamais rien acheter. C'est vrai. Bon, moi je vous ai dit, il y a un temps pour tout. Quand j'achète des valeurs, je short l'indice, par exemple. Souvent, ça m'arrive de faire ça. D'accord. Et je joue donc cette fameuse différence, etc. Bon, là, on a fait 5006, on est quand même passé de 7004 à 5006. On pouvait mettre un peu d'argent dans le marché. Maintenant, c'est vrai. Vous repositionner sur des niveaux qui vous paraissent raisonnables. La grande difficulté, c'est la vitesse. On est passé de 5006 à 6000 en 2 secondes. Quoi. Voilà. Oui, il y a beaucoup de dossiers qui nous excitent sur les niveaux de valorisation actuels. Donc ça fait qu'on est. Le marché est donc extrêmement intéressant en ce moment. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Après, évidemment. Quand je dis intéressant, c'est pas forcément de se positionner, mais c'est de regarder les dossiers. À contexte géopolitique constant, effectivement. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais la géopolitique, ça peut être aussi un catalyseur en cas d'amélioration de la situation. Ça peut être. Non, mais on subit un risque géopolitique majeur. C'est nouveau, on n'est pas habitué, et c'est évidemment très dérangeant, mais à moins de disparaître purement et simplement, investir sur ces niveaux de valo, c'est à mon sens intéressant. Le risque, c'est que l'investisseur a envie de tout faire. Il a envie d'acheter ça, il a envie d'acheter ça, il a envie d'acheter ça. Donc en effet, ce qu'il peut peut-être faire, mais il faut le faire avec des sommes extrêmement modestes, c'est-à-dire passer à ce moment-là par des turbo-calls, donc il va avoir, grâce à l'effet de levier que ça représente, hein, mais un investissement, on va dire, faible, et qu'il pourra, comme ça, diversifier d'une manière assez importante, en mettant des petites sommes, plutôt que de mettre une grosse somme sur une valeur. Le fait d'investir moins vous permet d'avoir la même exposition. C'est ça, via un turbo-call. Et ça, je pense qu'en le faisant sur des trous d'air,
vu la volatilité des produits, des actions, je pense qu'il y a une bonne chance, il y a de bonnes probabilités d'être Merci bénéficiaire. messieurs, très intéressant. Plein de choses à regarder en tout cas, plein de choses sur lesquelles il faut regarder. Il y a des scénarios, des choses très intéressantes. Et maintenant nous allons passer au quiz avec Léa Gézéquel. Rubrique quiz. La rubrique quiz, c'est maintenant avec Léa Gézéquel qui va nous faire un quiz sur, attention, l'histoire de la bourse. Votre culture générale est à l'épreuve. Allez-y Léa. Attention, heureusement, vous n'êtes pas des perdreaux de l'année en bourse, donc normalement, vous devriez vous en sortir, messieurs. Alors, première question. Ça va, je suis à côté de Jean-Louis. On commence. Pas très rapide. C'est pour vous Jean-Louis, ce Ouais, mais je suis questionnaire. pas rapide, moi. Selon vous, alors je rappelle les règles, hein. Personne ne buzz avant que j'ai fini d'énoncer. J'étais pas Selon dit. vous, d'où vient le mot bourse? Première réponse, des Vanderbörsen, nom d'une famille de banquiers belges au XIVe siècle. Deuxième réponse, du palais Brongniart, aussi appelé palais de la bourse. Ou troisième possibilité, de la bourse étudiante mise en place au XIXe siècle aux États-Unis. Franck. Allez, La Franck. une. Bah ouais, ce que j'aurais dit par élimination. Alors effectivement, c'est bien ça. Donc les Vanderbörsen, pour la petite histoire, c'était des aubergistes à Bruges. Sauf qu'ils ont eu la bonne idée d'être placés sur une place qui s'appelait la Terbeurs, où finalement ça s'est trouvé être un lieu de passage pour les commerçants, pour les courtiers. Et au fur et à mesure d'avoir des clients dans leur auberge qui étaient intéressés par faire des affaires, et ben ils se sont transformés, en plus d'être hôteliers, en courtiers. Et c'est comme ça qu'est née la bourse. Ah oui, Un point pour Franck, pouvait 0 pas être- pour Jean-Louis et Marc. c'est bien, ça la pouvait pas être motivation. 2 et 3, ça, c'est sûr. Deuxième question. Deuxième question. Allons-y. Quelle a été la première entreprise listée en bourse? Petit 1, LVMH. Petit 2, Dutch East India. Ou petit 3, Porsche. Marc, c'est Marc. à vous. Je vais partir sur Dutch East India. Oui, dit effectivement. Tout à fait. Petite faute d'orthographe. Petite Ouais. faute d'orthographe, il y a une C'est coquille, plus une effectivement. coquille, hein, une faute de, Tout à fait. de frappe. Une faute de À la frappe. fin, Une c'est faute de une frappe. faute. Oui. Vous Bon, ça avez fait 2 raison, points pour Franck, Franck, et du c'est coup. bien de le remarquer. Nous disons tous l'excellence. On écoute, C'est pas la bonne réponse. on écoute Léa, on écoute Léa. C'est la réponse Donc, 4. cette entreprise a été la première à être introduite en bourse en 1602. C'est une compagnie de commerce néerlandaise. Et pourquoi ils ont eu l'idée comme ça de faire appel aux fonds publics pour se financer? Parce que leur business était basé sur des voyages longs, coûteux, dont la météo faisait que ça allait être un succès ou non. Et du coup, ils avaient du mal à se financer au travers de canaux classiques. Oui, ils ne voulaient pas prendre le risque eux-mêmes. Voilà, et donc ils ont fait appel au marché. Et c'est comme ça que la bourse a commencé à faire son chemin. Un point pour Marc, un point pour Franck, 0 pour Jean-Louis, on se réveille. Question numéro Se 3. réveille Jean-Louis, question numéro 3. Quel indice boursier est le plus ancien? Le S&P 500? Non, Non, vous n'aurez pas le droit de répondre. disqualifié. Le Hang Seng ou le Dow Jones? C'est Franck, c'est Franck. Franck, Dow Jones. Tout à fait. C'est effectivement le Dow Jones qui a été Qui créé, est rattrapable normalement. Non 2 points. qui a été créé Égalité en possible. 1896 par deux personnes, Charles Dow, rédacteur en chef d'une agence de presse financière, et par le statisticien ami Edward Jones. Voilà d'où vient notre Dow Jones. 2 points pour iconique. Franck, 1 point pour Marc, 1 Charles. point pour Ah, Jean-Louis. Marc a une autre Charles Dow, anecdote. qui est également le fameux titulaire de la théorie de Dow qu'on utilise énormément, nous, en termes d'analyse technique. Voilà, Et voilà. Très c'est pour compléter. intéressant. Quatrième question. Pardon. Allez Jean-Louis, n'est pas Jean-Louis, trop pardon. tard. Tu as dit 1 point, j'ai 0. Ouais, 0 zéro. point, pardon, Ouais. j'ai voulu Ouais. vous en donner un, je suis navré. 0. Non, mais il Je n'est prie pas de trop tard, m'excuser. on en est Tu es qu'à la dernier. quatrième question. Quelle est la plus ancienne place boursière au monde? Le Amsterdam Stock Exchange, le New York Stock Exchange ou le Paris Stock Exchange? Marc, c'est à vous. Je dirais le Amsterdam Stock Exchange. Tout à fait, bravo Marc, effectivement. On était à Bruges tout à l'heure, effectivement. On était avec une société hollandaise tout à l'heure aussi. Et hein, voilà, donc les Néerlandais étaient assez précurseurs. Encore eux. Encore eux. Jusqu'à la tulipe. Voilà, Très tout à fait. On a intéressant. beaucoup effectivement d'éléments historiques de la bourse qui trouvent leur origine Marché en optionnel, Hollande. marché boursier. C'était un port. Marchand. Tout à fait. C'est un port important, donc Voilà. Des échanges, beaucoup de commerce. exactement. 1 point pour... non, 2 points pour Marc, Donc 0 pour 2-2. Jean-Louis et 2 pour Franck. Dernière question, pour départager. Franck ou Marc, Jean-Louis, c'est
fichu. En septembre 2000, Euronext est né de la fusion entre quelles places boursières, New York, Pékin et Hong Kong, Paris, Milan et Londres, ou Paris, Amsterdam et Bruxelles? Jean-Louis. Laissez-la, Jean-Louis. Magnanime, Franck et Marc ont laissé Jean-Louis répondre. Non, mais j'ai guetté la fin de la... Moi, j'attendais la fin de la parole. Hein. Ne te trompe pas. Ouais, Jean-Louis est Alors, trop là, J'hésite discipliné. énormément. La réponse 1. Bravo Jean-Louis. Effectivement, en 2000, c'est la première bourse content, intégrée pan-européenne qui, un an après son lancement, a été introduite en bourse. Et Voilà, encore Amsterdam. Voilà, encore. co-gagnants, Marc et Franck, bravo messieurs. Vous serez réinvités, hein, parce que vous avez gagné. Jean-Louis aussi, parce qu'on est, on est sympa. Merci à vous tous pour cette émission. Rendez-vous Merci. sur notre chaîne YouTube, sur notre chaîne Twitter et sur notre chaîne LinkedIn SG Bourse pour la rediffusion de cette émission. Et à bientôt.